Donc, si vous fonctionnez directement dans MATLAB, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. La seule chose à télécharger, c'est l'ensemble de fichiers MATLAB qui vous sont donnés dans ce zip. D'accord? Vous copiez ça sur votre disque dur, vous démarrez le logiciel pour la première fois en tapant dans l'invite de commande Beams, qui est le nom de ce logiciel, si on peut parler d'un logiciel. Ça n'est rien d'autre qu'un ensemble de routines MATLAB qui ont été écrites pour faire les calculs qu'on veut faire. Alors, au premier démarrage, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait dans cette classe, mais vous voyez pas apparaître cette invite de commande-là, ou cette invite de démarrage-là. Les icônes qui se trouvent ici n'apparaissent pas, et on vous met, attention, vous n'avez pas de licence. Alors, il y a un petit bouton en bas, vous cliquez dessus, commandez la licence. Vous avez une licence gratuite pendant que vous êtes étudiant à l'Université de Liège. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci avec ça. On vous demande de remplir simplement quelques champs, votre nom, prénom, adresse mail, etc. Et puis, vous avez automatiquement, quand vous avez terminé de remplir tout ça, vous cliquez sur Valider. Il y a une copie de cette information qui se trouve dans le presse-papier. Le presse-papier, c'est ce à quoi on a accès quand on fait CTRL-C. OK? Et vous n'avez plus qu'à faire un CTRL-V dans un email. À l'adresse qui vous est donnée, vous envoyez le mail et la licence vous reparviendra en retour, je dirais en déant au maximum, je dirais 12 à 24 heures. Okay, j'ai la possibilité moi-même de faire les licences, donc j'essaie d'être attentif à cette époque-ci de l'année parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font des demandes de licence. Okay, la licence, vous la prenez, vous l'installez comme c'est expliqué dans le manuel d'explication pour l'installation du logiciel, vous l'installez dans le bon répertoire, et puis vous redémarrez Beams, et puis une fois que vous allez le redémarrer, vous arrivez là. Ça va? Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous démarrez un nouveau projet, ce qu'on va faire aujourd'hui, soit vous ouvrez un projet que vous avez enregistré précédemment en allant le sélectionner sur votre disque dur, soit vous vous apprêtez à analyser une structure de type poutre prédéfinie, mais on ne va pas le faire, ni un portique prédéfini non plus. Ou alors ici, vous décidez d'ouvrir des fichiers récents que vous avez étudiés dans Beams. Voilà ici, par exemple, tous les derniers exemples que j'ai ouverts ou que j'ai analysés. Ils vous donnent en même temps un petit overview. Et là, apparemment, j'ai vraiment rien étudié de bien. Il vous donne normalement ici un petit overview de l'exemple que vous avez traité. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur BZ si vous voulez vraiment avoir votre dernier fichier. Nous, on va faire New, comme je disais, parce qu'on va commencer un nouveau projet. Alors, on a essentiellement deux fenêtres importantes dans ce logiciel. C'est une première fenêtre qui va comporter celle des commandes, donc comment définir la structure à étudier, comment définir les matériaux, comment définir les géométries, et puis une autre dans laquelle on a tous les displays, donc tous les affichages. Alors, cette figure, elle est découpée à gauche, elle est découpée en deux morceaux. Une partie qui change en fonction de ce qu'on veut définir. Pour le moment, vous voyez, on est dans la zone de définition des nœuds, define nodes. Après, on va devoir définir des éléments, éventuellement des ressorts. Nous, on n'en aura pas, ou n'en aurait pas, donc je vais passer cette partie-là. On peut définir aussi des matériaux ou bien des géométries. On peut définir des cas de charge statiques. On peut définir des combinaisons de cas de charge. Ok, on va passer tous ces éléments-là en revue. Il y a une partie qui est fixe ici en dessous, c'est simplement des options de display. Vous voyez qu'on peut montrer le grillage ou le cachet. On peut montrer le cadre de référence ou le cachet. On peut montrer les numéros de nœuds ou les cachets. On n'en a pas encore défini, donc on va s'empresser d'en définir. Alors, la structure qui nous intéresse, c'est celle de l'interro. Pour définir des nœuds, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. Soit on clique à des endroits différents et il y a un snap automatiquement au niveau des intersections du quadrillage. Donc quand vous avez des nœuds avec des coordonnées entières, etc., c'est super facile à utiliser. Ou alors vous entrez vos nœuds manuellement, coordonnée par coordonnée. Ce qui risque peut-être d'être le cas pour vous, parce que j'imagine, ou j'ai vu en tout cas la semaine dernière, beaucoup de treillis qui étaient dessinés un petit peu en diagonale, à moins de définir des grillages, donc vous pouvez ajouter un grillage ici. Si par exemple la coordonnée avec un grillage de 0,7, vous pensez qu'elle est manquante, 0,7, si vous pensez qu'elle est manquante, voilà, vous l'ajoutez, elle a été ajoutée, et vous pouvez définir maintenant des nœuds sur cette ligne-là. Ok, donc définissez si vous voulez tous vos grillages, et puis allez cliquer sur les nœuds, ou bien, plus facile, vous pouvez aussi définir les nœuds par coordonnées. D'accord? Ici, je vais le faire comme ça parce qu'on est... je reprends l'exercice de l'interro. Donc, je vais commencer en disant que x vaut moins 4 et y vaut 0. Ensuite, j'ai un nœud à la coordonnée 0, 0. Parce qu'il y avait un porte-à-faux, si vous vous souvenez, de 4 mètres. Je fais la question 2. Il y avait un porte-à-faux de 4 mètres pour à gauche de l'appui. Ensuite, on avait une portée centrale de 6 mètres. Et ensuite, encore 6 plus 2, 8.
On avait encore un porte-à-faux de 2 mètres. Vous voyez, il vient de m'ajouter les nœuds ici. C'est pas super net parce que voilà, il y a le grillage qui est en plein milieu. Le grillage, nous, on va pas spécialement en avoir besoin. D'accord? Donc soit on le cache, soit on le nettoie. On peut le nettoyer aussi. Et si je fais clear grid, ben, vous voyez qu'il ne garde que les lignes de rappel qui correspondent aux nœuds qui sont utilisés. Des fois, c'est une manière d'avoir un grillage, de le conserver et d'avoir un truc un petit peu plus propre. Mais bon, ces nœuds-là, on n'en aura pas besoin non plus. Je vais les garder momentanément pour vous montrer les autres possibilités, comme par exemple l'analyse d'un treillis, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, on doit définir les conditions d'appui. Dans les conditions d'appui qui sont disponibles, ben, vous voyez qu'on a des appuis simples, encastrement, appui à rouleau. Ok, tout ça, ce sont des appuis que vous connaissez. Ça, ce sont des appuis partiels qu'on n'utilisera peut-être pas trop dans le cadre de ce cours-ci. Alors, je vais définir un appui simple au niveau du nœud qui était le nœud A chez vous, et un appui à rouleau au niveau du nœud B. Voilà, quand ça est terminé, c'est plus ou moins correct, et on peut venir à la définition des éléments. Alors je vais définir maintenant les éléments. C'est quoi un élément? C'est une barre, soit une barre de treillis, soit une partie de poutre, qui permet de connecter deux nœuds entre eux. Ok, donc je vais maintenant connecter les différents nœuds avec ces éléments-là. Alors les deux premiers, ils vont ensemble. Vous voyez, ça c'est un élément de poutre. Pourquoi est-ce que c'est un élément de poutre a priori? Parce qu'on n'a pas de rotule aux extrémités. Quand dans un élément on met des rotules aux extrémités, et qui n'est soumis à aucune charge entre les rotules, on sait bien que c'est une barre de treillis. D'accord? Vous connaissez ça de vos cours de statique. Donc ici, vu qu'on n'a pas les rotules, a priori c'est un élément de type plutôt poutre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cet élément-là, il y aura un M, il y aura un N, il y aura un T. Potentiellement. C'est possible qu'ils soient nuls, mais au minimum, on va les calculer. Donc je vais définir un élément de poutre de cet élément-là. Et vous voyez, il me demande de choisir un autre nœud. Donc il va snapper automatiquement sur les nœuds possibles. Ben, moi, je vais aller du 6 au 7. Quand c'est terminé, je vais recliquer, je vais du 7 au 8. Je reclique, je vais du 8 au 9. Ok, et puis c'est terminé. Le deuxième outil, c'est le même que le premier, mais c'est pour les fainéants. C'est celui qui dit simplement, je clique sur le premier, et puis je vais en faire toute une série en cliquant juste une fois. Clic, clic, clic. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, si vous avez beaucoup d'éléments de poutre à faire. L'autre type, ben, c'est un autre type qui correspond à des éléments de treillis. Je vais en définir par exemple comme ceci. Voilà, là j'ai mis 2 barres de treillis. Je peux encore mettre une, disons, en diagonale là-bas, si j'avais envie de faire un treillis, par exemple, dans cette zone-là de la structure. Alors vous voyez la différence, c'est que y a bel et bien des rotules aux extrémités. Donc là, si j'ai un treillis qui vient à l'extrémité d'une jonction entre deux éléments de poutre, la rotule, elle est uniquement dans le treillis. Elle n'est pas dans la poutre. Si là, je viens connecter entre eux tous des éléments qui sont des extrémités d'un treillis, on sait bien que de toute manière, à cet endroit-là, le moment, il est égal à 0. Donc c'est exactement comme si la rotule, elle était sur le nœud. Ok, c'est pas une erreur d'affichage, c'est normal. C'est juste qu'on sait bien que le moment est 0 à cet endroit-là, et donc sur l'affichage, on le prend en compte. Ok. Ouais, je reviens sur ce qui nous intéressait. C'est dans la définition des nœuds, des éléments, oui. Vous voyez, quand on définit un élément, pour le moment, je n'ai pas discuté de ces deux petites boîtes-là, mais on a ici tous les matériaux disponibles pour définir cet élément-là. Il faut bien lui associer un matériau. Pourquoi? Parce qu'il lui faut un module de Young au minimum. Et en plus, il faut lui définir une géométrie. Pourquoi? Parce qu'il lui faut une section droite et une inertie. Pour le moment, je sais bien que vous, quand vous analysez les structures, celles que vous analysez, elles sont isostatiques. On est d'accord? Celles que vous faites à la main, elles sont isostatiques. Et tous les efforts intérieurs, vous êtes capable de les calculer simplement sur base d'efforts. Vous faites des coupes, vous calculez les réactions d'appui, vous faites toute une série de choses, vous calculez les efforts intérieurs uniquement sur base d'équilibre. Mais quand on a une structure qui est hyper statique, en réalité, les déformabilités locales de différents endroits influencent la distribution d'efforts dans la structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de les définir, tout simplement. Donc il faut définir le matériau et définir la géométrie. Je vais venir dans un instant. Pour le moment, j'ai mis de l'acier et une section inextensible. C'est la seule que j'ai dans ma liste pour le moment parce que j'ai rien défini d'autre. Par défaut, j'avais de l'acier, du béton, de l'aluminium. J'aurais pu dire maintenant, bah ok, je vais définir un nouvel élément en aluminium qui va aller, disons, de là à là, du nœud 1 au nœud 5. Celui-là, il est en aluminium. Je le sais. Comment est-ce que je le sais? Parce que je viens de le cliquer. Maintenant, si votre voisin débarque et regarde votre modèle et dit « Ouf, attends, qui est de l'acier et qui est de l'aluminium? Je n'en sais plus rien. » Mais non. Vous pouvez demander ici de colorier par couleur de matériaux. Donc là, il colorie avec des couleurs différentes pour tous les matériaux. Vous voyez qu'il y en a un qui a une couleur différente, c'est que c'est un matériau différent. Si vous voulez savoir lequel, vous demandez pour voir la légende. Il va dire qu'en bleu, il a mis de l'acier et en jaune, il a mis l'aluminium.
D'accord? Donc vous savez précisément qui est qui en termes de matériaux. On fera la même chose en termes de géométrie. Super important pour vous. Vous allez avoir une structure qui sera composée essentiellement de bois, donc un matériau. Monsieur Franzen, à mon avis, vient de vous donner les caractéristiques du bois. Mais par contre, il y aura plein de géométries possibles. Il y aura des chevrons, il y aura des lattes, il y aura des planches. Donc c'est important de savoir qui est qui dans la structure en termes de section droite. Ok? Donc on fera la même chose tout à l'heure. On peut colorer avec des coloriers, avec des couleurs différentes, en fonction des sections droites qui sont utilisées. Si maintenant vous êtes trompé, vous dites mince, j'ai défini un matériau, j'ai mis de l'acier, j'aurais dû mettre de l'aluminium, vous avez toujours la possibilité de le changer. Ceci, chaque fois que vous avez des petites lunettes, c'est un éditeur. Alors l'éditeur, il va ouvrir la liste de tous les éléments disponibles. Quand vous cliquez sur un élément, vous voyez cet élément qui apparaît en vert. Je voudrais savoir, par exemple, cet élément qui se trouve ici, je voudrais le changer. Et je voudrais lui attribuer une autre géométrie. Bon, j'arrive pas à le trouver de manière simple dans la petite boîte de dialogue ici. Donc ce que je peux faire, c'est montrer son numéro. Ici, je vais voir son numéro, voilà, c'est le numéro 4. Je vais le cacher pour ne pas polluer le dessin. Donc quand je reviens ici, voilà l'élément numéro 4. Mais lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'effectivement, regardez, le matériau, c'est de l'acier. Et si le matériau, c'est de l'acier, moi, j'ai plus envie de l'avoir en acier, je vais mettre de l'aluminium. Donc je viens simplement changer là-bas et je mets aluminium. D'accord? Donc les menus déroulants que vous avez ici à gauche, ils servent à la fois à définir les propriétés au moment où vous définissez les matériaux, et ils servent à les éditer quand vous voulez les éditer. D'accord? Donc il n'y a pas de raison de dupliquer ces boîtes-là. Et donc maintenant, effectivement, vous voyez ici, il vous met bien que pour l'élément numéro 4, le matériau, c'est de l'aluminium. Ok? Donc toute l'information a été mise à jour. C'est juste que le display n'a peut-être pas été mis à jour, mais s'il y a un petit souci de temps en temps, vous faites refresh, et voilà, vous voyez que maintenant elle apparaît en jaune, parce qu'on l'a défini comme en aluminium. Alors cet éditeur pour les éléments, voilà, il fonctionne assez bien. Il y a un truc par exemple qui pourrait nous servir, c'est de dire par exemple que cet élément-là, l'élément numéro 5, je vais revenir dans la liste. Vous voyez, il est défini comme un élément de type poutre. On l'avait défini avec la première option, ou avec cette option-là. Donc c'est-à-dire qu'à priori, il n'y a pas de rotule à ses extrémités. Alors vous allez peut-être commencer votre treillis, le treillis de votre structure, en vous disant je vais définir tous mes nœuds et puis les connecter avec des éléments de poutre, parce qu'éventuellement c'est peut-être des poutres. Et puis monsieur de Monceau va arriver, il va vous dire ouf, attention, avec les assemblages que vous avez là, c'est plus des assemblages qui ressemblent à des rotules qu'à des encastrements parfaits. Et donc il n'y a pas de raison d'avoir de transmission de moments d'un côté à l'autre. Donc vous allez devoir transformer les éléments que vous aviez définis en poutres, vous allez devoir les transformer en éléments rotulés. Hinge en anglais c'est une rotule. Okay, la rotule du genou, c'est hinge aussi. Okay, une rotule, une articulation. Donc si vous changez ça en hinge, eh bien vous voyez, il vient d'ajouter des rotules aux extrémités de cet élément-là. Si vous n'étiez pas d'accord, on n'a pas l'opération en sens inverse. Donc c'est-à-dire qu'un élément qui est rotulé, on n'a pas la possibilité de le transformer en élément qui est un élément continu. Par contre, pour l'élément numéro 5, vous voyez, à partir du moment où je lui ai dit qu'il était rotulé, il m'a demandé quel était le type et la nature du ressort au nœud de gauche, et le type et la nature du ressort au nœud de droite. Et pour le moment, il a mis rotule, puisque je lui ai dit que c'était rotulé des deux côtés. Mais je pourrais très bien lui dire, écoute, à gauche c'est encastré, built-in, et à droite c'est encastré aussi. Et là, je reviens vers la configuration qui était celle d'avant. Ok? Donc c'est juste pour passer d'un à l'autre. Mais une fois qu'on est dans la configuration rotulé, si on veut revenir en arrière, c'est juste les particularités des rotules qu'on va définir comme étant des encastrements. Alors, j'en ai pas parlé, mais ce petit éditeur-là, il nous permet aussi de supprimer des éléments. Par exemple, l'élément numéro 5, qui est cet élément-là, si j'en ai marre, je le supprime. Voilà, je l'ai supprimé, il n'est plus dans la liste des éléments. Ok, donc on peut utiliser ces outils-là pour éditer la structure. Je vais supprimer les quelques derniers éléments que j'ai définis. Et puis je pourrais encore supprimer les quelques autres qui sont là-bas. Je vais vous montrer autre chose, je vais les garder. Simplement, j'en profite pour vous dire que cet éditeur, on l'a passé tout à l'heure, mais il existe aussi pour les nœuds. Pourquoi? Parce que vous pourriez très bien avoir envie de changer les coordonnées des nœuds en cours de projet subitement. Admettons par exemple que tous les coordonnées de ces points-là, qui sont les nœuds qui composent la poutre, j'ai pas envie de les garder au niveau 0, je vais avoir envie de les mettre au niveau 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nœud numéro 6, et on va pas lui dire que sa coordonnée c'est -4, 0, mais c'est -4, 1. D'accord? Etc., etc. Si vous voulez en modifier plusieurs en même temps, par exemple 7, 8, 9, vous voyez si je prends 7, ses coordonnées c'est 0, 0, 8, il a vu que les coordonnées X étaient différentes, donc il ne les affiche pas,
Mais par contre, le Y, il est commun, il vaut 0. Le 9 aussi, il est commun. Là, je reprends tous ceux-là et je les change d'un coup. D'accord? C'est une manière simple d'éditer, de modifier la structure sur laquelle vous travaillez. Alors, le nœud 3, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais revenir dans l'éditeur. Le nœud 3, je le supprime. Et automatiquement, il supprime tous les éléments qui sont connectés à ce nœud-là. C'est logique, s'il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de raison d'avoir un élément. Ok, je vais faire pareil avec le nœud 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et je les supprime, et voilà. On peut donner des noms aussi au nœud. Vous voyez que le nœud, maintenant qui est le nœud 1, en fait, il s'appelle nœud 6. Ça, c'est un peu mal foutu. Mais vous pouvez lui donner un nom, extrémité gauche, si vous êtes sûr de ne pas, si vous avez envie d'être sûr de ne pas vous tromper. Ok, donc les noms qui sont là, c'était des noms par défaut attribués au nœud, mais vous avez la possibilité de les changer, évidemment, à tout moment, comme les noms des éléments. Si vous voulez dire montant, membrure, travée de gauche, travée de droite, vous mettez les noms que vous voulez pour les éléments. Ok, donc quand tout ça est terminé, on n'a pas encore parlé vraiment des matériaux. Je vous ai dit qu'on allait avoir besoin du bois. Alors par défaut, quand on clique donc sur matériaux, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des matériaux disponibles, où on voit le nom du matériau, on voit son module de Young, sa densité et son coefficient de dilatation thermique. On a une liste ici avec plein de matériaux parmi lesquels on peut aller choisir. Par exemple, du chêne parallèle aux fibres du bois. Je vais l'ajouter. Du chêne parallèle aux fibres du bois, 13 600 mégapascales de module de Young, 13 gigapascales de module de Young. Je ne sais pas ce que M. Franzen nous a donné pour le E du bois. Il a dit combien? 9000, vous voyez, donc on a, ici c'est du chêne, vous travaillez avec du sapin blanc ou un épicéa, quelque chose comme ça. Donc on est plus bas en module de Young, d'accord? Donc le chêne, ça va pas vous allez devoir définir vous-même un matériau. Et donc vous définissez bois, challenge, comme ça vous savez que c'est votre bois à vous. Vous définissez ce matériau, 9000 mégapascales, donc je mets 9000 fois 10 exposant 6 en moyenne. Il transforme ça très intelligemment en 9, 10 exposant 9. Il met warning ici parce que j'ai pas fini de le définir. Il me faut une densité en kilogrammes par mètre cube, je crois que c'est 380, ok. Et un coefficient de dilatation thermique, nous on n'en a pas besoin parce qu'on ne va pas faire de feu, ni d'augmentation de température. Oups, pardon. Ça je vais l'enlever, ça traîne d'avant. Et donc voilà, il a compris que le matériau bois était correct. Alors si vous voulez l'attribuer à tous les éléments, soit vous cliquez sur chacun des éléments qui vous intéressent, soit vous faites une boîte rectangulaire avec un drag and drop. Voilà, et tous les éléments maintenant sont devenus des éléments en bois. La preuve, si je demande une couleur par géométrie et qu'il me montre la légende, ça ne va pas. Il me dit que ce sont des éléments de type inextensible. Ah bah oui, évidemment. Merci. Par matériaux. C'est bien, merci. Et donc effectivement, là il me dit que c'est du bois. Si j'avais voulu faire comme ce que je voulais faire en arrière, par exemple, vous voyez, si je clique au milieu sur acier, ça ne se rafraîchit pas automatiquement, mais si vous faites un refresh, vous voyez que l'acier apparaît en bleu et le bois en vert. Donc je vais remettre du bois pour tout le monde, comme ça on est d'accord. J'ai le sentiment que dans le combat, j'ai supprimé un appui ici au point 2. Je vais le rajouter parce que ça me paraît bizarre. Cliquez probablement dessus par mégarde. Ok. Alors, les matériaux, si vous fermez le logiciel et puis que vous le réouvrez la semaine prochaine, mais si vous réouvrez votre fichier que vous avez sauvegardé, à ce stade-ci, c'est peut-être le moment de dire « Ok, je vais sauver ». Donc je fais fichier, save, ou save as. Et là, vous enregistrez comme d'habitude un fichier dans votre répertoire de travail préféré. Attention que l'extension du fichier, c'est un fichier .beams, avec des trucs qui sont très spécifiques dedans, comme les coordonnées des nœuds, les connectivités, les matériaux, etc. etc. Donc tout se trouve dedans. Et c'est important, je pense, de garder cette extension-là. Comme ça, vous avez facile de le retrouver pour le réouvrir. Ok? Faites attention que vraiment l'extension, ça doit être Beams. J'insiste sur le fait que si vous faites File, Save, il va vous demander de sauver un fichier .fig. C'est logique. Dans la partie de droite de l'écran, on est dans une figure MATLAB. Si vous l'enregistrez, il va enregistrer une figure et rien d'autre. Si vous sauvez juste la figure, vous aurez la figure. Donc c'est un truc que vous pouvez prendre pour réincorporer dans vos fichiers, dans vos rapports LaTeX par exemple.
Ok, vous faites include graphics et puis vous incluez le graphique en version EPS, PostScript. D'accord? Mais toutes les informations du modèle, elles sont perdues dans ce cas-là. Ok? Vous ne les avez pas. Donc j'insiste bien sur le fait que si vous voulez sauver votre modèle, vous faites File, Save. Ok? Si vous avez un point .fig, ça ne fonctionne pas. Ok? Il y a moyen de faire une opération chirurgicale de secours, mais je suis obligé de le faire manuellement, vous ne saurez pas le faire vous-même. Ok? Donc l'information malgré tout se trouve quelque part dans le fichier fig, mais c'est pas si évident que ça à récupérer. Donc essayez absolument de l'éviter, mais s'il y a une catastrophe, vous m'appelez et on essaiera de régler ça. Bon, après, vous avez envie de partager ou de recommencer, je ne sais pas pour quelle raison, un nouveau projet et vous avez besoin du même bois. Le problème, c'est que si vous démarrez un nouveau projet dans Beams et que vous avez besoin du même bois, ben lui, il va se retrouver avec les mêmes 3 matériaux par défaut. Et vous auriez envie de sauver tous vos matériaux. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, ben voilà, je vais sauver dans mes préférences tous les matériaux que j'ai ici. Et donc là, je vais faire sauver et vous avez la possibilité d'ajouter tous ces matériaux-là, append, vous les ajoutez à tous vos matériaux préférés qui sont déjà enregistrés. Donc la prochaine fois que je vais redémarrer Beams, même si je redémarre d'une feuille blanche, je ferai load ici et je vais lui dire de ajouter à la liste de tous les éléments, de tous les matériaux qui sont là, je vais lui demander d'ajouter mes matériaux préférés. Et notamment, moi, dans mes matériaux préférés avant, j'avais un autre matériau préféré qui s'appelait bois, qui était un peu différent du matériau bois, challenge, que nous, on vient de définir. D'accord? Alors, quand ça c'est terminé, on peut parler des géométries. Alors, les géométries, ben, vous allez en avoir plusieurs. Vous voyez que par défaut, on en a une et une seule. C'est un matériau inextensible. Donc, c'est un matériau avec une section droite très très grande qui n'a pas de sens pour nous. Et une inertie unitaire qui est beaucoup trop grande, qui est énorme. 1 mètre à la puissance 4, c'est beaucoup. Hein. BH cube sur 12 égale 1. C'est-à-dire que BH cube égale 12. Donc, c'est un bloc qui fait 12 mètres de large et 1 mètre de haut. BH cube sur 12 fait 1 dans ce cas-là. C'est énorme, ok? C'est juste pas raisonnable. C'est simplement un truc qu'on utilise pour faire des illustrations pédagogiques ou illustrer des notes de cours. Quand on dit ça dépend de EI, on pose nous EI est égal à 1. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a par défaut il y a un matériau de géométrie I unitaire. Mais bien sûr, vous ne devez absolument pas l'utiliser. Ok? Si vous l'utilisez, ça va poser problème. Donc vous, ce que vous voulez faire, bah, c'est créer un nouveau matériau que vous allez appeler chevron. Pardon, une nouvelle section que vous allez appeler chevron. Vous devez lui donner une section droite. Il y a toujours un warning parce que j'ai pas mis la section droite. 40 mm sur 48, je crois, le chevron. Donc ça fait 0,04 fois 0,048. Ça fait 4 fois 4, 96. 0,0196, je crois, enfin, peu importe. Ouais, l'inertie, c'est plus compliqué à calculer, je ne vais pas le calculer, je vais mettre un petit nombre, parce que je crois que ça doit être un petit nombre. Et voilà, il a compris que le chevron, c'était valable. Je peux cliquer pour l'attribuer à cet élément-là, je peux cliquer pour l'attribuer à cet élément-là, ou bien je fais carrément ceci pour l'attribuer à tous les éléments, et maintenant, ce sont tous des chevrons. Si je fais une couleur par géométrie, voilà, vous avez vu, il a bien compris que c'était tous des chevrons. Ok? Si vous avez peur de vous tromper dans le calcul des sections, alors là, il y a vraiment un truc qui est fait pour ceux qui auraient peur de se tromper. Vous pouvez choisir ici des sections qui sont déterminées, sections rectangulaires, circulaires, rectangulaires creuses, etc. Vous mettez la largeur ici, la largeur 0,04, la hauteur 0,048. Si le chevron travaille autour de son axe s'il travaille autour de son axe faible, c'est dans l'autre sens. D'accord? Donc vous allez intervertir les deux. Faites bien attention que vous voyez ici qui est H et qui est W. Et puis quand vous êtes prêt, vous cliquez Add et il vient d'ajouter une section rectangulaire. Et bon, je vais la renommer chevron. Et la précédente, je vais la supprimer parce qu'elle n'a probablement plus de sens. Et donc, je vais m'empresser de dire alors que tous ceux-là, ce sont des chevrons. Sinon, on se demandera ce que c'est. Alors, vous voulez encore faire d'autres choses. On va ajouter une autre qui sera une latte qui fait 22 mm d'épaisseur. 22 mm. Et la largeur des lattes, calcule en tête. Ça doit être 80 mm pour les demi-lattes peut-être, ou 120 mm. C'est pas ça? 0,12, peu importe. J'ajoute. Il vient de m'en ajouter un. Je vais l'appeler ici volige. Voilà. Et automatiquement, vous voyez que la section droite a été calculée et l'inertie a été calculée. Je vais appliquer par exemple une volige. Je prends volige et je l'applique à cet élément-là.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la même chose. Sauvez vos géométries préférées. Donc ici, je vais ajouter ça à mes géométries préférées, de manière à ce que si vous redémarrez ultérieurement le logiciel, mais si vous avez envie de récupérer une liste ici un peu plus fournie, ben, vous faites directement Load. Et alors là, ben, je vais ajouter toutes mes géométries définies. Ben, vous voyez, j'ai IPE 80, IPE AA 120. Vous n'avez pas encore de cours de métal, mais ça viendra peut-être pour certains d'entre vous. Ce sont les profilés typiques métalliques qu'on utilise en construction métallique et que vous retrouvez aussi dans la liste qui est ici en dessous, autour de l'axe fort ou bien autour de l'axe faible. Voilà, l'un ou l'autre. Ok, bon, tout ça c'est du détail. Si je demande de rafraîchir, pop, 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 je vais revenir sur ce chevron-là n'est pas bon. Je vais revenir sur ce chevron-là et je vais l'attribuer à l'entièreté de la structure. Voilà, on a bel et bien du chevron partout. C'est ce qu'il faut vérifier. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit définir les cas de charge. Donc on a terminé de définir la structure. On peut sauver à ce stade-ci. On va sauver dans le même fichier, donc il ne va pas redemander où on veut sauver, mais je ne vais pas le faire ici. On va définir les cas de charge sur la structure. Je vais reprendre ceux de l'interro qu'on a fait aujourd'hui. Alors par défaut, dans les cas de charge, vous voyez qu'il y en a un, c'est le poids propre, self-weight. Le poids propre, il est capable de le calculer comme un grand, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin de le définir. Si vous lui avez dit que la masse volumique, c'était 380 kg du mètre cube, que vous avez défini la section droite du chevron, la masse volumique multipliée par la section, c'est la masse par unité de longueur. Il a la longueur de chacun des éléments, donc il sait distribuer et il sait appliquer les sollicitations. Nous, ce qu'on fait, c'est toutes les masses additionnelles. Donc je vais en définir une première dans un premier cas de charge. Je vais appeler K1, ou bien je vais l'appeler K1 puisque c'est le cas de l'interro. Et alors, vous voyez qu'on a différents types de charges qu'on peut appliquer. Des charges au nœud, des charges sur éléments, des charges distribuées sur éléments, des tassements d'appui, des moments appliqués au nœud, des moments sur éléments, des charges hydrostatiques, ou des élévations de température et du feu. Donc ouais, nous, on n'a pas besoin de tout ça, on va se limiter à prendre une charge uniformément répartie, puisqu'on a envie d'avoir 4 kN par mètre sur la travée de gauche, et 4 kN par mètre sur la travée de droite. Donc ce que je fais, c'est que je dois définir la direction de la charge. Ici, en fait, on a deux directions préférentielles qui sont définies. C'est X dans le sens conventionnel des X cartésiens, horizontal, positif vers la droite, Y vertical, conventionnellement positif vers le haut. Donc nous, on a envie d'avoir une charge de 4000 newtons par mètre vers le bas. Donc je vais écrire ici en intensité, moins 4000. Comme ça, quand je l'appliquerai sur cet élément-là, eh bien j'aurai les 4000 vers le bas. Ok, on vous demande ici sur quel élément vous voulez les appliquer. Vous voyez que j'ai dit que je voulais l'appliquer sur un élément à partir de la position 0, donc à une position relative de 0 jusqu'à 100%. Donc c'est-à-dire sur toute la longueur de l'élément. Si je lui avais dit ici, va de 25% de l'élément à 75% de l'élément, bah, il ne prenait qu'une sollicitation sur une zone partielle. D'accord? Pour rester cohérent avec ce qu'on vous a demandé d'analyser tout à l'heure, je vais mettre 100%, 100%, et alors il nous faut une deuxième charge à moins 8000 qui se trouve sur la travée du milieu. Voilà. Vous êtes trompé dans l'encodage, pas de panique, vous avez toujours l'éditeur ici qui sera là pour vous aider et pour vous rappeler les sollicitations que vous avez mises. Donc dans le cas interro, il vous montre les trois charges que vous avez, 4000, 4000, 8000. Si vous n'êtes pas d'accord avec 8000, bah de nouveau, vous pouvez utiliser ceci et modifier. Voilà, je viens de mettre 12 000 au lieu de 8000. Vous voyez qu'on a le triple au milieu par rapport au bord. Et donc tout ça a été automatiquement modifié. Alors, ce qu'on peut faire, bah, c'est définir d'autres cas de charge. Par exemple, bah, vous allez devoir marcher sur la structure que vous allez faire. Donc, vous allez avoir plusieurs cas qui correspondent à des positions différentes du marcheur. Ok, donc je vais dire K1. La charge, elle sera appliquée entre les nœuds, sur l'élément. Alors, je vais mettre ma masse, 850 newtons vers le bas. Je vais l'appliquer un coup à une abscisse de... Allez, je vais mettre 0,33 au tiers de la travée, ici. Je vais définir un nouveau cas qui va s'appeler K2. Et lui, je vais lui définir une nouvelle charge aux 2 tiers de la travée, ici. Et puis ensuite, je vais définir une nouvelle charge qui s'appelle K3. Et K3, je vais lui définir la même charge à 0,25 de la travée centrale. Puis encore un pour la forme. K4, je vais la définir avec une charge à 0,5 de la travée centrale, disons ici. Voilà.
Donc ça, c'est la version de base. Et avec ça, on a défini tout ce qu'il fallait pour pouvoir analyser la structure. On est d'accord? Si je reprends l'énoncé de l'interro, on a la géométrie, on a les appuis, on a les charges. Et en plus de ça, moi, je me suis prémuni du fait que ça pouvait potentiellement être hyperstatique en définissant les sections droites et les géométries. Donc quand on est prêt avec ça, on peut faire analyse. Et on a une analyse élastique linéaire. C'est l'analyse qui nous intéresse, nous. Donc je clique là-dessus. Et alors, le premier truc qui me montre, je vais peut-être enlever le grillage, enfin non, je peux garder le grillage, peu importe. Le premier truc qui me montre, c'est la configuration déformée. Donc la configuration initiale, c'est le trait pointillé qui est là-bas, et ça, c'est la configuration déformée. C'est bizarre, hein, je peux montrer le chargement aussi. Vous voyez que la charge sur la travée centrale est tellement grande que, en réalité, les deux porte-à-faux, s'il n'y avait qu'une charge uniquement sur la travée centrale, les deux porte-à-faux, ils auraient envie de remonter. D'accord? C'est logique, hein, parce que la poutre va se courber, ils auront envie de remonter et de rester rectiligne. Mais le problème, c'est qu'on a des charges aussi sur les porte-à-faux. Et donc, ça veut dire quoi? Vous voyez qu'on a une grosse charge sur le porte-à-faux à gauche, qui lui est tellement long que ça suffit à le faire redescendre en dessous de sa configuration initiale. Par contre, de l'autre côté, le porte-à-faux est trop court et la charge qu'on a mise dessus est trop petite pour le ramener vers le bas. Ok, donc la configuration déformée, la voilà. Si vous voulez voir l'amplitude des déplacements qui sont là, vous voyez 6,25 mètres, c'est énorme. Mais c'est normal, hein. J'ai dit que c'était un chevron, et j'ai dit que c'était un module de Young du bois, sur une portée de 6 mètres, avec 8 kN par mètre. Donc c'est normal, c'est énorme. C'est normal que ça se déforme énormément. Vous, les déformations que vous allez calculer, je pense qu'elles devraient être limitées à 1 cm ou 2 cm peut-être à l'extrémité. Si vous commencez à calculer avec vos hypothèses de modélisation une déformée qui monte à 10 ou 15 cm, je crois que ça commence à être dangereux. Ça veut dire que la structure que vous allez réellement construire, elle sera probablement encore plus déformable que ça. Ok, parce que les assemblages ne sont pas toujours parfaits, etc. etc. Vous avez un petit outil ici qui vous permet d'augmenter l'amplitude. Si vous voulez augmenter l'amplitude de la déformée pour mieux voir, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'amplifier jusqu'à des valeurs même qui sont tout à fait déraisonnables, si c'était nécessaire. Si vous avez un déplacement maximum de 2 mm, c'est logique que l'amplification, vous allez devoir au moins mètre fois 1000, si vous avez envie de voir quelque chose qui bouge un petit peu. Okay, donc voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mémoriser sur le graphique des valeurs. Si par exemple vous avez envie d'avoir les valeurs à différents endroits, ce sont généralement les endroits stratégiques qui sont affichés pour vous sur l'écran, et bien vous cliquez sur le graphique, et ces valeurs-là sont mémorisées et elles ne bougeront plus. Si vous voulez les supprimer, vous faites refresh, et elles seront supprimées, et on repart du début. On peut voir autre chose que simplement les déformer, on peut voir l'effort axial, mais qui devrait être nul dans ce cas-là. Effectivement, c'est une poutre sur 2 appuis, donc il n'y a pas d'effort axial. On a le moment de flexion qui ressemble à ceci. Je suppose que tadam, c'est ce que tout le monde attendait. Moins 32 kN sur l'appui de gauche, moins 8 kN sur l'appui de droite. Et puis la valeur maximale ici en travers, vous voyez qu'elle est calculée à 17 kN. D'accord? C'est pas la valeur au milieu. Peut-être que vous, on vous a demandé de calculer la valeur au milieu. Vous avez calculé la valeur au milieu en faisant l'interpolation entre 8 et 32, et puis en ajoutant un PL carré sur 8. Je suppose que vous l'avez fait. Ou pas, peu importe. Si c'était la valeur au milieu qui vous intéressait, il faut utiliser un petit outil supplémentaire qui s'appelle table ici, et qui vous donne une table avec les résultats. Donc là, vous retrouvez pour les 3 éléments qu'on a définis, les valeurs du moment au nœud 1, au nœud 2, nœud 1, nœud 2, nœud 1, nœud 2. Donc vous voyez qu'à l'extrémité de gauche de l'élément 1, on a 0. C'est ici, c'est logique. Et puis sur l'appui, on a le moins 32 000. Le moins 32 000, on le retrouve au début de l'élément suivant, etc. etc. Ensuite, si vous voulez vous intéresser à des valeurs plus précises au niveau de certains éléments, par exemple au niveau de l'élément 2, si vous voulez avoir la valeur exactement à mi-travée, qui n'est pas le maximum, vous voyez le maximum c'est 17 000, la valeur au milieu ici elle n'est que de 16 000. J'ai indiqué simplement que je me mettais à mi-travée, mais vous pouvez sélectionner ici d'autres valeurs en vous baladant avec ce petit curseur. Donc ça c'est pour le cas de l'interro. Si on les regardait pour le cas 1, qui ressemble aussi étrangement à la première question qu'on vous a posée à l'interro. Si vous vous souvenez, elle est juste retournée en fait. Hein, c'était un porte-à-faux et à l'extrémité du porte-à-faux on avait une charge. C'est exactement ce qu'on a ici. On a un porte-à-faux là-bas et à l'extrémité du porte-à-faux on a une charge. Enfin, c'est pas vraiment l'extrémité, mais il ne se passe rien à gauche de la charge évidemment. Mais on retrouve un diagramme des moments comme celui-là, avec une valeur sur appui qui vaut moins 2280. Dans le cas 2, on a un autre avec un moment sur appui qui est plus petit, 1120, etc.
K3 et K4. Ok, donc en faisant ça, vous avez la possibilité de regarder diagramme des moments, effort tranchant. Effort axial, c'est excessivement important pour vous parce que vous aurez des treillis. D'accord, donc l'effort axial, regardez-le. Les conventions de signes sont rouges pour la compression, ok, parce que c'est pas bien, et bleu pour la traction parce que c'est bien. Ok, on a moins de problèmes de stabilité quand c'est tendu. Vous pouvez regarder aussi les réactions d'appui. Les réactions d'appui sont données de nouveau dans une table. Vous voyez que le nœud 2 a une réaction verticale de 425 dans le K3, mais si je prends le K interro, les réactions d'appui valaient 44 kN et 28 kN respectivement aux deux appuis qui nous intéressent ici et là-bas. Alors après, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que la structure que vous allez calculer, vous allez devoir combiner pour cette structure-là le poids propre et le poids de la personne qui marche dessus, qui sont deux nombres qui seront probablement plus ou moins du même ordre de grandeur. La personne qui marche, elle fait peut-être 50-60 kg, et le poids de la structure va peut-être faire 20 ou 30 kg, je n'en sais rien. Donc on ne peut pas le négliger. Donc c'est important de pouvoir faire l'analyse de la structure avec les deux en même temps. Et alors comment est-ce qu'on fait pour avoir les résultats avec les deux en même temps? Tout est linéaire, il suffit de les ajouter. Donc, le diagramme de moment sous l'effet de la sollicitation qui vous intéresse, que j'ai appelé ici K1, eh bien en fait je devrais le superposer au K poids propre. Le K poids propre, le voilà. Je peux le représenter et l'amplifier un petit peu. Vous voyez à quoi ressemble le diagramme des moments dans cette structure-là sous l'effet de son poids propre. De nouveau, il est un petit peu particulier. Vous voyez qu'entravé ici, il reste négatif, alors qu'on s'attendrait à avoir un moment positif entravé. Ok, c'est une structure un peu particulière que Elke vous a demandé d'analyser. Alors, pardon. Donc nous, si on a envie de combiner, par exemple, la réponse sous poids propre avec la réponse dans le cas 1, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit simplement ajouter les diagrammes des moments. Ok, on les combine en les ajoutant. Monsieur Franzen vous a parlé de coefficient de pondération, peut-être. 1,35, 1,5. Ça vous dit rien? Les coefficients partiels de sécurité sur le poids propre et les coefficients partiels de sécurité sur les charges variables. Donc vous allez faire en réalité 1,35 fois le poids propre et 1,5 fois les charges variables. Alors si je fais ça, je peux le faire évidemment manuellement. Ça va être un petit peu rébarbatif de le faire manuellement. Il y a un truc qui est prévu tout de suite pour vous. Ici, Load Combo. C'est combinaison de charges. Donc si vous cliquez sur Load Combo, vous allez dire, ok, je vais créer un nouveau cas de charge qui est une combinaison de charges. Je vais l'appeler Combi 1, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Je vais prendre le poids propre et le multiplier par 1,35 et je vais l'ajouter. Donc vous voyez que pour le moment j'ai le poids propre. En plus de ça, je prends le K1, je vais le multiplier par 1,5 et je vais l'ajouter. Et ça, c'est ma première combinaison de charges. En fait, c'est vraiment celle-là que vous allez devoir utiliser, vous. Vous allez vraiment devoir dimensionner sur base des combinaisons de charges. On peut en faire une deuxième si on veut, hein. Vous en faites autant que vous voulez. Combi 2. Je vais prendre le poids propre avec 1,35 et je vais prendre le K2 avec 1,5. Ok? Quand c'est prêt, vous faites analyser l'élastique linéaire. Et là, vous voyez dans vos résultats disponibles, il y a deux combinaisons, combi 1, combi 2 en plus. Et automatiquement ici pour combi 1, si je regarde le diagramme des moments, j'ai en fait un diagramme des moments qui est une combinaison des deux autres diagrammes des moments. Il se trouve que le diagramme des moments sous poids propre était petit, et donc dans ce cas-là, n'influence pas beaucoup. Mais s'il avait été un peu plus important, on l'aurait vu ici. Alors vous avez encore une autre possibilité qui est la possibilité d'une enveloppe. Vous avez peut-être envie de calculer, par exemple, le diagramme des moments maximum, ou la valeur maximale du moment, dans cette poutre, quelle que soit la position du piéton. Vous n'avez peut-être pas envie de savoir que la valeur maximale au niveau de l'appui de gauche, elle était obtenue quand le piéton était localisé à gauche. Tout à gauche. D'accord? Vous n'avez peut-être pas juste envie de le savoir. Vous avez peut-être juste envie de dire au programme, tenez, prends tous les cas de charge qui m'intéressent et détermine-moi les valeurs maximales des moments partout. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une enveloppe. Donc vous allez faire ici, définir c'est de nouveau un cas de charge combiné, sauf qu'au lieu de dire que vous définissez un nouveau cas de charge, vous définissez une nouvelle enveloppe. Donc je vais faire nouvelle enveloppe. Oui, c'est juste qu'en faisant ça, j'ai modifié le premier, je vais laisser comme load combo. Je vais définir une nouvelle enveloppe. Enveloppe 1, c'est ma première enveloppe. Et je veux l'enveloppe de tous les cas. Donc je vais prendre K1, K2, K3 et K4. Voilà.
Si je fais l'analyse, élastique, je vais regarder de nouveau les diagrammes des moments parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Pour le cas 1, voilà le moment pour le cas 2, voilà le moment pour le cas 3, voilà le moment pour le cas 4. Et si je lui demande de regarder l'enveloppe de tous ces résultats-là, ben voilà à quoi on arrive. Vous voyez, la valeur maximale du moment, elle était là, et les valeurs minimales, on les a trouvées ici, dans les différents cas qui nous intéressent. Vous voyez, K3, K4, et l'enveloppe inférieure, eh bien, en fait, elle est représentée par cette droite-là. Ok, je pense que j'ai plus ou moins présenté toutes les possibilités en termes d'analyse. En termes maintenant d'export, vous allez devoir faire des vérifications. Donc le logiciel ne vérifie pas pour vous. C'est normal, c'est pas parce qu'on est fainéant et qu'on n'a pas voulu le faire, c'est parce qu'on a envie que vous le fassiez. Ok, le logiciel il est là pour vous aider à analyser. Une fois que l'analyse est faite, vous allez avoir des efforts qui sont les efforts maxima dans chacun des éléments constitutifs de votre structure. Il faut vous assurer maintenant qu'ils sont bien acceptables. Si vous mettez un chevron sur une longueur de 1 mètre, il faut être sûr que le chevron soit d'accord ou capable de supporter le moment de flexion maximum que vous avez calculé et l'effort axial que vous avez calculé là-bas. Okay, et ces vérifications-là, vous les faites avec les formules, je suppose, dont M. Franzen vient de vous parler. Okay, vous allez soit les développer et les implémenter dans une feuille Excel. Donc vous allez vous débrouiller pour avoir une liste avec tous les éléments, avec les efforts max dans chacun des éléments, et puis après une formule qui fait la vérification. Et un truc qui nous dit OK ou pas OK. Si c'est OK partout, alors on est bon. J'insiste aussi sur le fait que si vous vous rendez compte que le critère à vérifier consiste généralement à comparer un nombre par rapport à 1, si vous arrivez à 0,9, c'est qu'on est bon. Si vous arrivez à 1,1, c'est qu'on n'est pas bon. Il faut augmenter la section de bois que vous aviez choisie. Il faut le prendre plus costaud. Relancer le calcul, parce que si c'est hyperstatique, ça va influencer les distributions d'efforts, etc. Si vous arrivez à 0,1 par rapport à 1, c'est bon ou pas? Oui, parce que c'est plus petit, mais c'est pas bon. C'est plus petit que 1, donc c'est bon, mais c'est pas bon pour quelle raison? Parce que vous êtes en train de mettre un bois qui travaille seulement à 10% de sa résistance. Donc vous aurez probablement pu mettre un plus petit. D'accord? Donc de nouveau, vous changez, vous mettez un plus petit bois. OK? De manière à vous